On va maintenant venir à la conclusion de cette mini-formation sur les tests unitaires, en faisant un petit résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, on a pu voir que les tests unitaires étaient une alternative aux preuves formelles et mathématiques, qui nous aident à vérifier le comportement du logiciel et qui sont beaucoup plus faciles à mettre en place que les dites preuves mathématiques. Ils sont répétables au simple clic, très efficaces contre les régressions et l'entropie logicielle, et nous aident à améliorer le code sans introduire de régression. C'est-à-dire que grâce aux tests, on va pouvoir modifier notre code et être certain que notre code continue de fonctionner après ces modifications. Donc cela nous permet de faire évoluer le design du code à mesure qu'il se complexifie, mais ils représentent un coût et un maintien au quotidien. Les tests unitaires ne sont pas quelque chose de gratuit à mettre en place, ni de simple à mettre en place, comme on a pu le voir. Et ils doivent être lancés régulièrement, sinon ils perdent de leur valeur. Alors, qu'est-ce qu'un bon test unitaire? C'est un test qui est facile à lire, dont l'intention est simple à comprendre et qui est automatique et répétable, extrêmement important. C'est aussi un test que l'on peut exécuter en un seul clic, donc très facile à lancer, qui se lance très rapidement, en quelques secondes pour une suite de tests qui peut être de plusieurs centaines de tests, qui est prévisible et déterministe, c'est-à-dire que l'on peut les lancer 100 fois, 1000 fois et toujours obtenir le même résultat, sans avoir de faux positifs ni de faux négatifs. Fonctionne entièrement en RAM, on n'a pas besoin de lancer de dépendances spécifiques, telles qu'une base de données ou un système tiers pour exécuter nos tests. Ils sont synchrones et séquentiels et entièrement isolés des autres tests, donc parallélisables. On devrait pouvoir lancer, si par exemple on a 8 corps sur notre ordinateur, 8 séries de tests en parallèle, pour justement aller beaucoup plus vite dans l'exécution de nos tests. À côté, on a les tests d'intégration qui, eux, nécessitent du setup et du cleanup, donc du coup, c'est en opposition aux tests unitaires qui utilisent la plupart du temps le réseau, le système de fichiers ou un service tiers, qui ne sont pas parallélisables et qui sont beaucoup plus lents à exécuter, car justement, ils utilisent le réseau, le système de fichiers, une base de données extérieure, etc., etc. Ils sont plus difficiles à mettre en place, voire impossibles selon le contexte, et sont parfois non déterministes lorsque, par exemple, on va tester la génération d'un nombre aléatoire ou que l'on va faire appel à la date actuelle. Ils peuvent être asynchrones et en général, pour gagner du temps sur les tests d'intégration, on va regrouper les assertions. Donc les tests unitaires. Un test unitaire exécute une unité de production et vérifie sa conformité. Et une unité de production, on a pu le voir, ça peut être une fonction, une classe ou un module. Cette unité de production a un seul point d'entrée, mais elle peut avoir plusieurs points de sortie. On a différents points de sortie, différents types de points de sortie. On a les return value based, donc les direct output, c'est la valeur de retour de la fonction. On a le state based ou indirect output, on va tester l'état du système, le changement dans l'état du système plus précisément. Et on a le behavior based, c'est-à-dire les mocks. On va intercepter la façon dont le système va communiquer avec ses autres composants. Lorsque l'on a des dépendances stables, on a des tests unitaires. Si par contre on a des dépendances volatiles, par exemple une base de données, on a nécessairement des tests d'intégration car il faut setup cette base de données. Et les tests doubles sont ce qui va nous permettre de rendre nos SUT testables unitairement, de passer donc du coup des dépendances volatiles à des dépendances stables. Donc on a pu voir qu'il y a deux écoles de tests. La première, c'est l'école de Chicago, Inside Out, donc du coup de l'intérieur vers l'extérieur, qui utilise toujours les vraies dépendances et qui se contente de tester le résultat observable uniquement, ce que l'on appelle du black box testing. À côté, on a la London School qui, elle, est à l'inverse de l'extérieur vers l'intérieur, qui utilise des tests doubles à chaque étape pour rendre les tests beaucoup plus rapides et qui, elle, étudie le résultat observable, mais également l'interaction indirecte d'un système avec les autres systèmes dont il dépend. Donc on a du white box testing, on sait comment le système fonctionne en interne. Notre process, donc du coup la façon dont nous voulons tester, c'est un mix un petit peu des deux, dans lequel on utilise des tests doubles uniquement si c'est nécessaire et de préférence des fakes, c'est-à-dire de vrais objets qui implémentent un vrai comportement, que l'on peut même éventuellement utiliser en production lorsque l'on est en phase de développement. Et on veut une majorité de tests unitaires, puis des tests d'intégration, puis des tests E2E. Donc on se rappelle la pyramide des tests, on aurait 80% de tests unitaires, environ 15% de tests d'intégration et 5% de tests E2E. Bien évidemment, ce sont des métriques un petit peu indicatives. Dans l'idée, chacun va s'adapter, hein. On peut avoir un projet dans lequel on a 70% de tests unitaires, 20% de tests d'intégration, 10% de tests E2E. Ça va vraiment varier selon le contexte dans lequel l'application est développée, tout simplement.
Donc comment structurer nos tests? On a pu voir qu'il y a le fameux AAA pour Arrange, Act, Assert. Le arrange est facultatif, parfois on n'a pas besoin d'arranger quoi que ce soit pour exécuter notre test. On a toujours un seul acte par test, et là je parle vraiment des tests unitaires. Pour ce qui est des tests d'intégration, des tests de œufs, ça peut être un petit peu différent. Et on veut minimiser les asserts. Donc du coup, si on a un assert à faire sur un objet dans son ensemble et qu'on peut le faire tel que c'est le cas en JavaScript, on va préférer faire un assert sur l'objet dans son ensemble plutôt que propriété par propriété. Un seul test par point de sortie et plusieurs assertions possibles par test. Donc on peut faire plusieurs assertions par test, mais on veut quand même les minimiser. On veut favoriser au maximum les direct outputs, c'est-à-dire tester la valeur de sortie. Et en général, c'est le cas des fonctions pures, si vous faites de la programmation fonctionnelle. Si vous faites de la programmation orientée objet, ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais dans ce cas-là, vous pouvez quand même faire appel aux indirect outputs. On veut éviter au maximum de faire appel à des mocks, car justement, ça implique de connaître le fonctionnement du système, de savoir comment est-ce que le système communique avec ses dépendances. Donc, on veut éviter au maximum les mocks. Par contre, les indirect outputs sont OK, surtout comme je le disais, en programmation orientée objet ou lorsque l'on fait du CQS, dans lequel, par exemple, on va vouloir faire une commande pour modifier l'état du système, mais cette commande-là ne retournera aucune valeur. Donc, du coup, pour tester le fait que le système ait bien changé tel que l'on attend, il faudra vérifier via d'autres méthodes ou via directement les propriétés publiques de la classe que notre action s'est bien déroulée. Donc on a pu voir les différents types de tests doubles, on a pu voir les non comportementaux, le demi qui se contente d'être une classe qui retourne une valeur nulle, 0, empty, string ou nul, et qui n'a aucun comportement en fait, et qui est utile lorsque l'on doit fournir, on est obligé de fournir un objet, mais qu'on sait qu'il ne sera pas utilisé par le système qui est en dessous. Et on a le stub qui, lui, par contre, sera utilisé, est très utile pour tester les requêtes de lecture et retourne une valeur spécifique. Et une fois de plus, cette valeur-là peut être fixe ou alors elle peut être calculée. On a ensuite les comportementaux, notamment le SPY, qui sauvegarde les appels faits à ces méthodes, arguments, nombre d'appels, etc., et qui est très utile pour savoir comment est-ce que l'objet que l'on va passer à notre SUT va être appelé. Et dans le même style, on a le mock, qui est un objet préconfiguré capable d'analyser comment il est utilisé et qui possède des méthodes pour préparer ces vérifications. Donc c'est un SPY, mais beaucoup plus évolué, beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe. Et enfin, on a le fake, qui est un véritable objet, qui implémente un véritable comportement, qui respecte le contrat auquel il se soumet, son interface, qui est très utile pour vérifier des actions complexes. On a pu voir qu'il y avait différentes stratégies pour tester notre application. Premièrement, il y a le test last, c'est-à-dire que l'on va écrire nos tests après avoir écrit le code de production. Donc le code de production existe, il est déjà là, et on veut le tester après l'avoir écrit. C'est ce que l'on appelle faire du test last. On a ensuite le test first, cette fois-ci c'est tout l'inverse, on va spécifier en amont le code que l'on veut tester dans sa totalité, c'est-à-dire qu'on va écrire l'ensemble du test ou des tests si on a plusieurs tests. Donc du coup, c'est très utilisé par exemple pour faire de l'acceptance testing ou du BDD. On écrit en avance l'entièreté du scénario que l'on veut tester et ensuite on écrit le code. Et enfin, on a le test driven development dans lequel on va de façon itérative développer l'application. Donc là, c'est vraiment une méthode de développement d'application dans lequel on va écrire un petit peu de code et un petit peu de test pour faire passer ce code. Et ensuite, on va refactoriser à la fois notre code et notre test et avancer dans une boucle petit à petit, étape par étape, de façon incrémentale et itérative. Et en général, lorsque l'on fait par exemple de l'acceptance testing ou que l'on fait du BDD, on va mêler les deux. On va faire du test first pour spécifier en amont le comportement que l'on va avoir dans notre système. Et on va ensuite développer la solution avec du TDD. On a pu voir qu'il y a différentes façons également de structurer nos fichiers. Le premier, c'est le test class per classe, c'est-à-dire que l'on va créer une classe ou un fichier pour chaque classe ou chaque fichier que l'on veut tester. Donc, c'est la façon la plus commune de créer des fichiers de test. On va avoir la test class per feature, et ça, c'est assez commun dans le milieu de l'ATDD ou du BDD. C'est-à-dire que l'on va créer une classe qui va tester toute une feature et qui, en général, va regrouper plusieurs classes à l'intérieur. Et on va avoir le test class per fixture dans lequel on va préparer des scénarios. Chaque fichier, chaque classe de test sera un scénario prédéfini qui va du coup exercer une ou plusieurs features. Et enfin, on a pu voir comment tester son code. Donc, on a pu voir qu'il y avait différents types de code, deux dimensions de code. Il y a le wide code, donc dans lequel il y a beaucoup de collaborateurs, mais un code qui est très peu complexe. Donc, en général, c'est du code
qu'on appelle d'orchestration, qui va appeler un service à droite, une classe à gauche, qui va faire en sorte que ces différentes classes communiquent bien entre elles. Et c'est ce qu'on appelle du white code. Il n'y a pas beaucoup de complexité, il n'y a pas tellement d'algorithmique à l'intérieur, c'est vraiment plus de l'orchestration. Et il y a le deep code qui est, à l'inverse, a très peu de collaborateurs, voire aucun collaborateur, et qui a tendance à être très complexe. Donc, on va avoir la logique métier, les algorithmes, etc. Et le code spaghetti, bah, c'est un code qui est à la fois wide et deep, dans lequel il y a beaucoup de collaborateurs et dans lequel il y a une logique qui est très complexe. Et c'est le code qu'on a tendance à retrouver assez souvent dans les applications qui ne sont pas pensées pour être testées. Donc, pour résoudre ce problème de code spaghetti, on va utiliser le Humble Object Pattern. Le principe, c'est de prendre ce code spaghetti et de séparer ce qui est testable de ce qui n'est pas testable. Donc du coup, la partie, volatile, par exemple la partie qui va communiquer avec une base de données ou qui va communiquer avec, un serveur HTTP ou qui va renvoyer une réponse, qui va afficher quelque chose dans une console, c'est la partie difficile à tester. Et ben, on va l'isoler de la partie qui, elle, est plus simple à tester, c'est-à-dire la logique pure, que va exécuter notre classe ou notre fonction, comme on a pu le voir par exemple avec le magic number. Des tests unitaires du coup, pour le deep code, parce que le deep code en général a très peu de collaborateurs est très complexe logiquement parlant, donc du coup, c'est parfait pour les tests unitaires. Et pour le white code, on va faire des tests unitaires évidemment pour tester la logique de cette classe, de cette fonction d'orchestration et des tests d'intégration pour vérifier que cette classe-là communique correctement, de la bonne façon avec ses collaborateurs. Donc, le code qui est trivial, c'est-à-dire le code qui n'est ni wide ni deep, donc en général du code de présentation ou des DTO ou de la configuration, c'est inutile de le tester en général. Une fois de plus, en général, il y a toujours des cas particuliers, c'est à adapter à votre contexte. Et le 100% code coverage n'est pas nécessaire. Une fois de plus, c'est un objectif que l'on veut viser, mais ce n'est pas grave de ne pas l'atteindre. Sauf pour le code métier, qui lui doit être testé à 100%. Donc si cette formation vous a plu et que vous désirez approfondir vos connaissances, car une fois de plus, c'est une formation sur les essentiels, ça reste très fondamental et très introductif, je vous ai préparé une série de livres que vous pouvez lire pour étendre le sujet. Donc le premier livre que je recommande, c'est Unit Testing Principles, Practices and Patterns de Vladimir Korikov, qui est extrêmement cadré, extrêmement bien structuré et qui pose vraiment les bases des tests unitaires. Il y a également X-Unit Test Pattern de Gérard Meszaros qui lui, date de je crois 2007-2008, quelque chose comme ça, qui est antérieur à la plupart des livres sur les tests unitaires et qui est vraiment une sorte de bible des tests unitaires qui recense vraiment tout le savoir, toute la standardisation de ce que l'on sait aujourd'hui des tests unitaires. C'est là-dedans que, par exemple, on va avoir le test classe, par feature, par fixture, qu'on va avoir tous les patterns et les anti-patterns liés aux tests unitaires. C'est là-dedans également que l'on va retrouver les mocks, les spies, les stubs, et cetera, et cetera. C'est vraiment là que sont posées les bases, les fondations des éléments que l'on utilise pour faire des tests unitaires et c'est extrêmement enrichissant comme lecture. Mais c'est quand même une grosse lecture, c'est un livre qui fait, je crois, 600 pages, faut vouloir le lire. Et il y a aussi The Art of Unit Testing de Roy Oshorov, Forward by Michael Feathers et Robert C. Martin, donc du coup, 2 très bons auteurs aussi. Très intéressant, très introductif aussi, une très bonne recommandation. Mais déjà, ces 3 livres-là sont extrêmement importants si vous voulez vraiment poncer le sujet. Il y a ensuite Growing Object Oriented Software Guided by Test de Steve Freeman et de Nat Price, qui sont plus de l'école mockiste et qui sont très, très intéressants parce qu'ils partent d'une application et ils vont commencer par les tests. Donc, ils vont vraiment commencer depuis la couche extérieure et ils vont, depuis l'extérieur, progresser, guidés une fois de plus par les tests, comme l'indique le titre, vers la création du logiciel qu'ils veulent créer. C'est une lecture qui est un petit peu difficile, je trouve, dans le sens, c'est pas un page turner, mais que je trouve extrêmement intéressant pour apprendre comment justement faire du mockisme et comment créer une application de l'extérieur vers l'intérieur. Il y a Dependency Injection aussi, de Dersen et Seaman, qui n'est pas à 100% lié au test unitaire, mais qui est extrêmement important, car justement, c'est là que l'on va parler des dépendances stables, des dépendances volatiles et des différentes façons de gérer les dépendances. Donc, même si c'est pas strictement lié au test unitaire, c'est extrêmement important, surtout un passage sur le pattern command, qui est très, très important, si vous allez vers la clean architecture, si vous voulez vers la création, d'applications dans lesquelles vous allez avoir des classes qui peuvent être très, très riches, dans lesquelles ce n'est pas forcément une bonne idée d'avoir des services qui regroupent plusieurs fonctionnalités. Le command pattern, pardon, est très, très intéressant pour concentrer une fonctionnalité dans une classe et la rendre très facilement testable. Donc une fois de plus,
Je vous recommande vraiment de lire, en tout cas de jeter un œil à ce livre, qui est pour moi aussi un page turner, hein. Jusque-là, les page turners que j'ai eus, bah, X-Unit Test Pattern, c'est un page turner extrêmement intéressant. Le livre de Vladimir Korikov, pareillement, et là, Dependency Injection, je me suis régalé. Test Driven Development by Example de Ken Beck, bon, bah, c'est le livre qui pose les bases du TDD par l'auteur justement du TDD, par celui peut-être pas celui qui a inventé le TDD, mais par celui qui l'a démocratisé en tout cas. Très, très rapide à lire, très simple à lire aussi, une très bonne lecture que je recommande. Et enfin, là, on va partir sur des lectures un petit peu plus exotiques, on va dire. ATDD by Example, pareil, c'est aussi un page turner de Marcus Gartner. Extrêmement simple à lire, en fait. Exotique dans le sens, c'est pas quelque chose que beaucoup de gens ont lu, mais pour moi, qui m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre comment fonctionnait l'ATDD, le BDD et ce qu'on appelle dans X-Unit Test Pattern, les Customers Tests. Donc, c'est vraiment le fait d'écrire des tests orientés, client orientés, user story. Donc, très, très bonne lecture et aussi très facile à lire. Specification by Example, donc c'est plus un livre de ça en dit moins sur comment ça fonctionne et plus sur comment des personnes l'ont mis en place. Donc, c'est très lié à ATDD by Example, hein, ça c'est plus ou moins le même fonctionnement. Les 2 vont parler justement de comment écrire, des tests qui servent de documentation, en gros, et qui sont orientés, feature. Donc, pareil, c'est une lecture un petit peu exotique. Je la recommande un petit peu moins, mais qui peut être très intéressant si vraiment vous avez déjà lu tous les autres, quoi. Et enfin, Working Effectively with Legacy Code de Michael Feathers, qu'on a pu voir, je crois, ici, sur The Art of Unit Testing, Forwards by Michael Feathers. Donc du coup, le principe de ce livre est très simple, c'est comment partir d'un code legacy qui existe aujourd'hui, comment le rendre testable et comment le tester, en fait. C'est vraiment orienté autour de ça, hein. C'est prendre un code qui n'est pas testable par défaut et qui n'est pas testé non plus et l'améliorer, faire en sorte que ce soit à nouveau un projet sur lequel on puisse travailler, en fait, tout simplement et le rendre testable. Donc du coup, c'est là qu'il a introduit le principe de SEAMS, SEAMS, ou de comment faire en sorte de prendre une partie d'un code qui n'est pas testable, l'isoler et le tester en insérant justement, au lieu d'utiliser cette dépendance pas testable, d'insérer une fausse dépendance, un mock, un fake, ce qu'on a déjà vu comme test doubles, pour rendre cette partie du code-là testable. Donc extrêmement intéressant comme lecture aussi, surtout si, comme le titre l'indique, vous bossez déjà sur un projet qui a beaucoup de bouteilles, hein, qui est là depuis pas mal d'années et que vous aimeriez améliorer. Donc enfin, on a terminé avec les livres. Moi-même, je propose une formation que j'appelle Clean Architecture. Donc c'est une formation sur comment développer des applications en Clean Architecture. C'est 15 heures de vidéos à la demande sur la Clean Architecture. Donc à force de dire Clean Architecture, je pense que vous allez comprendre. Développement de vraies applications, donc on a une première partie qui est entièrement théorique de 4 heures qui va vraiment recouvrir dans toute sa richesse le fonctionnement de la clean architecture. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun cours en ligne qui couvre pendant 4 heures tout le fonctionnement interne de la clean architecture vraiment en profondeur. Donc il va aussi explorer la partie test de cette clean architecture parce que la clean architecture, en fait, l'un des gros objectifs et l'un des gros avantages, c'est justement de pouvoir tester son code. Donc du coup, on va développer de vraies applications. On a une partie, comme je le dis, théorique de 4 heures. On a une partie front-end, développement d'applications web de 6 heures, à peu près 6 7 heures. Et on a une partie back-end, elle aussi, en JavaScript. Les deux sont en JavaScript, de 7 à 8 heures également, qui est extrêmement poussée et qui vous montre dans les moindres détails comment faire des tests unitaires, des tests d'intégration et des tests E2E. Donc c'est vraiment le genre d'application que vous pouvez lancer en production et le genre de techniques et de savoir que vous pourrez mettre en place immédiatement dans vos projets. Donc voilà, je vous ai mis le lien cleanarchitecture.ancieracademy.fr. C'est actuellement la seule formation que je propose de complète sur ma plateforme. Et vous pourrez donc du coup voir en détail comment mettre en place tout ce que l'on vient de voir relatif aux tests unitaires. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette mini formation. Je crois qu'il dure à peu près 3 heures. J'espère qu'elle vous aura appris beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié la créer. Et on se retrouve du coup sur LinkedIn ou sur YouTube. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.